Le tennis est généralement considéré comme un sport assez luxueux, voire un sport de riches comme le disent certains, étant donné que les joueurs de tennis sont connus pour gagner des millions de dollars et voyager dans le monde entier. Et soyons honnêtes, lequel d'entre nous n'aimerait pas vivre ce style de vie, même si ce n'est que pour quelques semaines. Mais justement, on pense trop souvent qu'à l'aspect cool de la chose, et on a tendance à oublier toute la logistique qui se cache derrière. Car en effet, si vous voyagez tout le temps, vous devez savoir à l'avance où vous allez et combien ça vous coûtera, c'est-à-dire prendre des décisions en fonction du calendrier des tournois et de vos moyens financiers. À ce sujet, vous allez voir que les joueurs de tennis ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et à l'heure où beaucoup d'entre nous comptent sur nos voitures pour nous déplacer au quotidien, les joueurs de tennis pro, eux, avec l'enchaînement des tournois ainsi que la fatigue physique, ne peuvent clairement pas passer des heures et des heures dans une voiture pour passer d'un tournoi à l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la façon dont les joueurs de tennis professionnels voyagent. En commençant par passer en revue les 5 manières principales de se déplacer entre les tournois. Ensuite, on prendra l'exemple de 3 joueurs, un joueur du top 10, un joueur de tournoi Challenger et un joueur de tournoi ITF, et on analysera à quelle fréquence chacun voyage, quelle distance ils parcourent et dans quelle partie du monde ils vont. Et enfin, pour finir, nous verrons précisément en chiffres combien leur coûte à chacun leur manière de voyager, et vous allez voir qu'il y a d'énormes différences entre les joueurs, notamment par rapport à leur classement et aux tournois auxquels ils participent. Tout d'abord, il faut savoir que les joueurs de tennis pro utilisent différents moyens de transport, notamment en fonction du niveau des tournois auxquels ils participent. Je pense surprendre personne en disant que Roger Federer ou Rafael Nadal voyagent différemment et de manière bien plus confortable qu'un joueur par exemple à la 800e place mondiale, qui pourtant est lui aussi un joueur professionnel. Numéro 5, les jets privés. Il pourrait être naturel de croire que puisque les joueurs de tennis gagnent autant d'argent qu'on le pense, ils se déplacent probablement tout le temps en jet privé. Eh bien je pense qu'une majorité d'entre vous sans doute, mais la réalité est tout autre puisque c'est seulement une poignée de joueurs qui peuvent se permettre de voler en jet privé, et ce sont généralement des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal ou encore chez les femmes Serena Williams. Cependant, il y a quelque chose à savoir que je pense que peu de personnes est au courant, c'est que au lieu d'être propriétaires de leur jet privé, la plupart vont préférer pratiquer ce qu'on appelle la propriété partagée. Alors je vous explique ce que c'est car je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui est au courant de ça et c'est très intéressant. En gros, la propriété partagée concernant un jet privé consiste à acheter une part de l'avion qui va être proportionnelle au nombre d'heures que l'on souhaite utiliser l'avion pendant l'année. Je vais prendre un exemple pour illustrer avec des chiffres que j'invente. Si par exemple vous achetez 1/8 de l'avion, eh bien ça va vous donner accès à 60 heures de vol pendant l'année. Si vous décidez d'acheter 1/4 de l'avion, ça vous donne accès à 160 heures de vol pendant l'année avec l'avion. Ce qui veut dire qu'il faut partager le jet avec d'autres personnes pendant l'année et l'utiliser que lorsqu'il est disponible, mais sinon pas de panique, généralement la compagnie qui propose le service fournira un autre avion identique. Du coup, avec ce système partagé, les dépenses sont divisées entre les propriétaires et les rares joueurs de tennis qui font ça peuvent continuer à voyager en jet privé tout en ayant des coûts raisonnables par rapport à leurs moyens, qu'il faut le dire sont déjà très élevés, puisque là clairement on parle vraiment des légendes du tennis. Justement, en parlant de légendes, à noter que Roger Federer est partenaire avec la compagnie aérienne qui est à l'origine de ce concept. Il s'agit de la compagnie américaine NetJets, ce qui du coup lui donne probablement des avantages supplémentaires par rapport aux autres pour voler en jet. Numéro 4, la première classe. C'est probablement le moyen de transport le plus populaire parmi les meilleurs joueurs de tennis. Je dis bien les meilleurs joueurs de tennis, puisque les vols en première classe sont une excellente alternative pour allier confort et rentabilité, sachant que la rentabilité chez les meilleurs joueurs du monde, c'est de juste pas voler en jet privé. Alors, un premier avantage à voler en première classe, c'est que les joueurs vont pouvoir passer d'un pays à l'autre sans trop être épuisés par le vol, ce qui va jouer un rôle dans la récupération entre les tournois. Un autre avantage de la première classe, c'est que ça va leur permettre d'avoir un peu plus d'intimité, ce qui est également très profitable. Petite pause les amis, avant qu'on passe sur les autres moyens de transport des joueurs pros. Si ce genre de contenu sur le tennis vous plaît et que vous avez l'impression, je dis bien l'impression d'apprendre des choses, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite et à mettre un pouce sous cette vidéo, ça me permet de voir que la vidéo vous a plu. Sur ce, on continue.
Numéro 3, la classe éco. Bon, je suis transparent, j'ai volontairement commencé cette vidéo en envoyant un petit peu du rêve et en parlant de comment voyagent les tout meilleurs joueurs du monde, mais néanmoins, on va redescendre un petit peu et on va quand même parler de ce qui concerne la majorité des joueurs de tennis pro, c'est-à-dire tous ceux qui sont là du top 100 et qui, eux, malheureusement, n'ont pas le choix et vont devoir voyager en classe éco pour limiter leurs dépenses. Étant donné que malheureusement, ils ne gagnent pas assez d'argent pour voler en première classe ou en classe business. Et ça, c'est une réalité que je pense que nous, les fans de tennis, on a tendance à un petit peu trop oublier, car il ne faut pas oublier que ça concerne, je pense, 90% des joueurs de tennis qui ont décidé d'en faire leur métier. Ils doivent donc s'en tenir obligatoirement à la classe éco qui est bien plus abordable pour prendre l'avion. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour vous dire que j'ai récemment sorti une vidéo sur les différentes façons de gagner de l'argent pour les joueurs de tennis, dans laquelle je parle des différences de gains qu'il y a entre les joueurs. Et par exemple, il faut savoir qu'un joueur du top 100 a lui accès au tournoi du circuit principal. Et même s'il perd au premier tour, les gains qu'il va récolter sont quasiment les mêmes que ceux d'un vainqueur d'un tournoi Challenger, c'est-à-dire d'un joueur qui est juste un petit peu plus haut, classé à la 200e place mondiale. Donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Je pense que les deux vidéos se complètent plutôt bien. Numéro 2, le train. Alors le train peut être aussi un excellent moyen de transport pour les joueurs, notamment en Europe, pour ceux qui veulent continuer à limiter leurs dépenses de voyage, puisqu'en Europe, les tournois sont beaucoup plus proches les uns des autres par rapport à un autre continent comme l'Amérique du Nord, où là pour le coup, tout est loin. Numéro 1, la voiture. Enfin, la voiture est également un moyen de transport populaire pour les joueurs qui sont beaucoup plus loin dans le classement, notamment pour ceux qui vont jouer les tournois ITF. De plus, pendant les gros tournois, les joueurs vont bénéficier d'un transport gratuit, souvent en voiture, qui est payé par l'organisation du tournoi. Dans les tournois de niveau inférieur, le moyen de transport va plutôt être une navette. Et si je reviens aux gros tournois, il faut savoir qu'ils sont souvent parrainés par un constructeur automobile, comme par exemple Mercedes-Benz, qu'on a déjà vu, qui met à disposition une flotte de véhicules pour les tournois qui permet de conduire les joueurs. On vient de voir les différents moyens de transport pour les joueurs pros. Maintenant, on va s'intéresser à quelle fréquence ils voyagent et surtout combien ça leur coûte. Un facteur important lorsqu'on réfléchit à la manière dont les joueurs de tennis pro voyagent est la fréquence de leurs déplacements. Certains joueurs jouent plus fréquemment que d'autres et comme nous l'avons mentionné précédemment, certains types de tournois exigent des joueurs qu'ils aillent jouer beaucoup plus loin. Afin de nous permettre de mieux comprendre ces différences, on va maintenant analyser le calendrier de 3 joueurs qui ont joué des tournois de différents niveaux en 2019, juste avant la pandémie du Covid. Dominic Thiem, qui était dans le top 10 mondial à l'époque et qui a joué principalement que des tournois ATP et des grands chelems. Ça me fait plaisir de prendre cet exemple-là parce que c'est un joueur vraiment que j'adore et il a eu de gros problèmes en 2021 et début 2022 et là il est vraiment revenu quasiment au plus haut niveau en réintégrant sur la fin d'année le top 100 mondial. Donc on va le revoir en 2023 et ça c'est super cool. Ensuite, Facundo Arguello, bon lui c'est sûr vous le connaissez pas du tout. En 2019 il était 350e mondial et il a pratiquement joué que des tournois Challenger. Et enfin Austin Rabb qui est au-delà de la 600e place mondiale et qui a lui joué quasiment que des tournois ITF. Un joueur du top 10 voyage très fréquemment dans des endroits très éloignés les uns des autres. En 2019, Dominic Thiem s'est rendu en Australie, en Amérique du Sud, en Asie, 2 fois en Amérique du Nord et 3 fois en Europe. Néanmoins, il faut savoir que ces tournois de haut niveau comme les Masters 1000, les ATP 500 ou les Grands Chelems sont souvent espacés de quelques semaines. Donc ça peut permettre aux joueurs du top 10 de repasser chez eux quelques jours entre les tournois. Il faut quand même noter que ces joueurs ne prennent du coup pas seulement des vols fréquents, mais aussi des vols très longs qui durent généralement 12 heures voire plus. Sur cette carte, vous pouvez voir tous les endroits où Dominic Thiem s'est rendu en avion en 2019. Les joueurs Challenger, qui font du coup des tournois Challenger forcément, voyagent quand même aussi pas mal, mais c'est souvent des vols qui vont être beaucoup plus courts. Comme on peut le voir sur cette carte, Facundo Arguello a pu jouer tout son calendrier en restant principalement en Europe et en Amérique du Sud. Enfin, les joueurs qui participent principalement à des tournois ITF voyagent en général beaucoup moins. Austin Rabb, joueur américain, jouant surtout des tournois futurs, donc de l'organisation ITF, a joué toute l'année 2019 dans seulement 2 pays comme vous pouvez le voir, les États-Unis et le Mexique. De plus, vous aurez remarqué que ces tournois sont souvent situés au même endroit ou du moins dans le même état américain, ce qui signifie que les joueurs peuvent bel et bien, s'ils le souhaitent, voyager en prenant la voiture. Sur la base des différents exemples que nous venons d'aborder,
on peut se douter que les dépenses vont beaucoup varier d'un joueur à l'autre. Commençons par les joueurs ATP, comme on l'a vu avec Dominic Thiem, qui prennent beaucoup de vols à l'année et qui sont beaucoup plus longs, et vont donc avoir des vols qui coûtent en moyenne entre 1000 et 2500 dollars. En plus de cela, ce n'est pas tout, ce sont des joueurs qui voyagent toujours avec une équipe autour d'eux, en moyenne de 3 personnes ou plus, donc on peut parler de l'entraîneur, du kiné, d'un préparateur mental également, dont on en voit de plus en plus. Et donc forcément, ils sont responsables également de leurs billets à ces personnes-là, et ça peut vite monter à 5000 dollars par tournoi et à plus de 100 000 dollars par an uniquement en dépenses de voyage. Les joueurs de niveau challenger, comme on l'a vu avec Facundo Arguello qui est 350e mondial, voyagent quand même pas mal à l'étranger, mais souvent beaucoup moins loin et un peu moins souvent. Ils voyagent principalement en classe économique et éventuellement quelques fois en classe business, mais c'est plutôt rare, et vont donc se retrouver avec un billet moyen entre 400 et 700 dollars. Ce type de joueurs voyage souvent avec un entraîneur dont ils sont également responsables du billet, ce qui fait qu'ils vont se retrouver en moyenne en dépenses de voyage à environ 1000 dollars par tournoi. Et enfin, les joueurs de niveau ITF, comme on l'a vu, qui voyagent beaucoup moins souvent et vraiment beaucoup moins loin, voire même dans le même pays. Donc quand on parle de vol, c'est souvent des vols intérieurs. On va donc parler de billets qui vont être entre 100 et 300 dollars. Ce sont des joueurs qui voyagent principalement seuls pour réduire au maximum les dépenses. Je vous renvoie désormais vers cette vidéo qui complète parfaitement celle d'aujourd'hui sur le voyage en expliquant toutes les manières possibles pour un joueur de tennis de gagner de l'argent. Et je sais pas vous, mais moi ça me paraît utile quand même pour voyager. Autrement, je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, ça me fait super plaisir et je réponds à tous les commentaires que je reçois, donc n'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. Ça me prouve également que je suis loin d'être le seul passionné de tennis sur YouTube, donc merci d'être là et de représenter entre guillemets la communauté tennis sur YouTube. Voilà les amis, donc sur ce, je vous donne à tous rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao les fans de tennis!